Bonjour à tous, merci d'être là en si grand nombre. C'est vraiment un grand moment pour moi. Donc, je suis honorée de tous vous voir ici, plein de gens que j'aime, qui ont été vraiment des alliés pour moi dans ma vie, dans les dernières années, qui m'ont vraiment aidé à travers tout le processus d'écriture, par leur amour, par leur support, par leurs idées aussi. Donc, c'est ça. Pour moi, je suis ravie de tous vous voir ici. Là. Ça rajoute... déjà, c'est un événement super heureux pour moi, mais de vous voir ici, c'est encore mieux. Ben, Marianne, ça me fait plaisir d'être ici. Comme disait M. Champagne, c'est un honneur. Alors, on va essayer de découvrir ton livre, ce que tu voudrais faire ressortir de ton livre en discutant. Je veux juste dire moi aussi 2 mots. Et là, je ne dois pas pleurer parce que pendant sa soutenance, je devais avoir une intuition qu'il y aurait une médaille du gouverneur général avec ça et une mention exceptionnelle et un ou des livres qui suivraient. Mais c'était tellement brillant, mais humainement tellement rare. On a besoin d'intellectuels qui sont capables de porter la pensée ailleurs que dans la pensée. Donc, Marianne, ça a été une chance. Faut pas que je la regarde. Ça a été une chance d'être sa directrice, carrément. Ça a été une chance. Et dès le début, ça a été agréable de travailler ensemble. Je me souviens pas qu'on se comprenait pas, etc. Et donc, j'ai été témoin rapidement non seulement de sa capacité intellectuelle, de sa gentillesse, son professionnalisme, son immense capacité de travail, tout en étant présente pour les gens qu'elle aime de façon très fondamentale comme valeur. Et aussi, Marianne, on a cette chose de commun à plusieurs années de différence, c'est que comme elle, j'ai vécu en Inde pendant mon doctorat, j'ai fait la même démarche que tu as fait. Et c'est agréable comme professeur de voir la jeunesse, une jeunesse qui se préoccupe d'autre chose que d'eux-mêmes et de là où on est né, peu importe où on est né. Alors, Marianne, j'aimerais d'abord et avant tout, c'est un livre, ça vient de ta thèse, mais tu l'as retravaillé, bien sûr, donc c'est aussi adressé à un grand public. Dans un premier temps, avant qu'on parle de la démarche intellectuelle, qu'est-ce que tu aimerais que les gens apprennent, retiennent de ce livre-là? Déjà, je dirais que c'est ce que j'ai voulu à travers ce livre-là, c'était déjà de avoir la parole des femmes. Donc, un des éléments pour moi qui était vraiment très important, c'est de mettre leur voix vraiment de l'avant. Donc, par exemple, tous les chapitres d'analyse commencent avec un récit de vie. Et ensuite, c'est vraiment le récit des femmes qui vient ponctuer toutes les données qui sont ensuite présentées. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est vraiment ce que ces femmes-là ont à dire. Mais aussi, pour moi, quelque chose qui était important, c'était vraiment beaucoup à travers la façon de faire des recherches en anthropologie. Donc, l'idée de essayer de sortir un peu des méthodologies classiques, pour avoir enseigné quand même des cours de métaux à l'université, c'est de voir souvent quand les étudiants décrivent les recherches qu'ils font, puis moi j'ai fait la même chose aussi au début de mes recherches, quand tu décris, tu dis que tu fais des entretiens qualitatifs, des récits de vie, puis ça se résume souvent à ça, alors qu'il y a tellement d'autres façons d'aller chercher des données, d'aller faire générer la parole aussi. Et puis les femmes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est des femmes souvent qui n'ont jamais eu la parole, donc puis pour qui même le concept même d'université, de faire une thèse était très flou, donc pour être capable d'aller chercher ce que ces femmes-là avaient à dire, puis qu'elles sentent qu'elles sont en confiance, il fallait trouver des méthodologies qui sont différentes. Donc ce que j'ai voulu, c'est d'humaniser le plus possible les données, puis de les mettre en valeur. Donc ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est la possibilité, quand on est en anthropologie, quand on est en sociologie, de faire des recherches différemment, d'oser aller vers même des méthodes qui sont plus artistiques à travers la collecte de données. Et
de voir toute la force puis tout le côté téméraire de ces femmes-là que vous allez rencontrer à travers l'ouvrage. Oui, mais c'est ça. Donc, il y a toute une démarche anthropologique, mais il y a aussi toute cette... c'est une dynamique, hein. Tu avais toujours un grand souci, justement, d'être avec ces femmes-là, de les faire parler. Mais c'est pas juste des méthodes qui nous amènent à avoir ces données-là, c'est aussi la personne. Alors, c'est une dynamique. Qu'est-ce qui vient avant ou après le développement de la méthodologie? C'est pas important, mais l'important, c'est que ça soit là. Et puis, je me demandais, parce que il me semble ça, c'est fascinant, pour connaître l'Inde, là, faire un terrain avec les Kalbélias, quand même, là. Écoutez, moi, j'aurais pas été capable de faire ce que Marianne a fait pour diverses raisons, en fait, mais c'est tout à fait fascinant. Moi, j'avais une admiration pour son terrain et elle était tellement proche de ces gens-là que le dernier jour de ton terrain, avant que tu reprennes l'avion pour Delhi, que tu rentres à Delhi pour prendre l'avion et revenir, il y avait, vous savez, aux nouvelles, il y avait cette immense tempête de sable au Rajasthan. Là, moi, j'étais devant ma télé, j'ai parlé à Marianne il y a quelques jours, mais là, j'ai dit, ça, alors, j'ai dit, je vais l'appeler, hein? Elle avait un cellulaire. J'ai dit à Marianne, j'ai dit, c'est Karine, comment... Ah, elle dit, oui, comment ça va? J'ai dit, oh, pour moi, elle est rendue à Delhi. Elle n'a pas... J'ai dit, ça va bien, mais toi? Ah, elle dit, ça va bien, là, pas mal occupé, je pars demain. Puis j'ai dit, Marianne, es-tu au Rajasthan? Elle dit, oui. J'ai dit, t'es pas dans une tempête de sable? Oh oui, ça! Elle dit, la tempête vient juste de finir, là, puis là, elle dit, on gratte dans le sable pour trouver des morceaux, mais elle dit, tout va bien, tout le monde est là. Pour trouver des assiettes, puis le peu de matériel, en fait, que ces gens-là ont. Alors ça, pour moi, c'est comme anthropologue, c'est le saut, hein, que quelqu'un a fait un terrain exceptionnel. Mais les Kalbélias, tu les as rencontrés comment? C'est quoi qui est arrivé? Ben, en fait, à la base, moi, toute ma vie, en fait, jusqu'à la fin de mon bac, j'ai cru que j'irais en musique. Donc, à la base, je suis musicienne. J'avais jamais plongé vraiment dans l'anthropologie. Et je suis allée faire un voyage musical en Inde. Je me suis mis à triper, en fait, vraiment sur la musique indienne, sur la culture indienne aussi. Puis ça m'a amené à aller plus vers l'ethnomusicologie à l'Université de Montréal. Donc, je me suis mis à m'intéresser à la musique indienne sans vraiment savoir quoi faire, mais déjà à travers mon premier voyage en Inde, je m'étais mis quand même vraiment à m'intéresser à la condition de vie des femmes. Aussi, je travaillais beaucoup avec des enfants de communautés nomades, de communautés gitanes, donc je m'intéressais un petit peu plus aux castes et aux basses castes, puis de voir la différence entre la réalité des personnes gitanes et des autres castes. Et puis, ça m'a amené à finalement décider de vouloir faire une recherche sans... Je dois admettre que c'est pas comme ça qu'on faut se préparer pour un terrain. Là. C'était vraiment pas la bonne méthode. Là. Prenez pas des notes. Mais je me suis dit, bon, ben, je vais partir au Rajasthan. Vous savez qu'il y avait beaucoup de castes de communautés itinérantes là-bas. Je me suis dit, je vais partir au Rajasthan à la recherche de femmes nomades qui font de la musique. Donc, sans connaître personne, je n'étais jamais allée au Rajasthan. Donc, je me suis mis à cogner à la porte de différentes personnes. J'ai essayé de parler à des gens dans la rue. Puis, je leur ai demandé s'ils connaissaient des communautés gitanes. Puis là, tout le monde me dit, elle est folle. On dit comme, pourquoi de un, ce qu'on me disait souvent, c'était pourquoi t'intéresser aux communautés gitanes, alors qu'il y a de la musique sacrée en Inde, de la musique vraiment de haute caste, là, qui est beaucoup plus intéressante. Donc souvent, on me fermait la porte au nez, on ne s'intéressait pas, mais à force d'être là, on s'est mis à se dire... les gens pensaient que j'étais journaliste parce que je prenais des notes découragées parce que mon terrain avançait pas. Et puis finalement, un moment donné, à ma porte d'hôtel, il y a un homme qui est venu cogner. Il me dit, c'est toi qui cherches des gitans? Ben, à l'entrée de la ville, ce soir, il y a un autobus qui va passer. Puis l'autobus s'en va directement dans le désert. Puis à l'intérieur de l'autobus, si tu le prends, il devrait y avoir des gitans parce qu'ils vont faire un concert dans le désert. Fait que si tu prends l'autobus, ben peut-être que tu vas rencontrer des gitans. Donc, ben là, enfin, il y avait peut-être
quelque chose qu'elle allait ouvrir. Donc, j'ai attendu l'autobus. L'autobus est arrivé en retard 3 heures. Je suis rentrée dans l'autobus, puis il était vide, mais à la fin, il y avait des gens avec des instruments qui parlaient, puis qui riaient. Donc, je suis allée m'asseoir à côté d'une femme qui était là-bas. J'ai engagé la conversation avec elle. Puis, les Indiens sont super accueillants. Là, donc, tout de suite, ils se sont mis à me parler. Puis elle m'a dit qu'elle était gitane, fait que je suis comme oh. Puis qu'elle venait d'une communauté de chameurs de cobra, mais jusqu'à là, je savais pas vraiment c'était qui cette communauté-là, je n'avais jamais entendu parler. Puis on s'est mis à parler, puis là, elle a vu clairement que j'étais tout seul, puis j'avais pas vraiment de plan. Donc elle me dit, ben si tu veux, reste avec moi. Tu vas nous voir, nous préparer pour le concert. Elle dit, moi je suis danseuse, eux c'est des musiciens. Puis ben, tu vas pouvoir rester avec nous backstage pendant qu'on se rend dans le désert. Fait que la route a duré presque environ 3 heures. Une fois rendu dans le désert, on s'est installé dans des dunes. Et puis, quand elle est en train de changer, tout ça. Puis là, je vois, pour avoir quand même étudié en ethnomusicologie, je vois un musicien qui sort un pungi, qui est un instrument pour charmer les cobras. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, il va y avoir des cobras! » Puis il me dit « Oui, les cobras, c'est elle. » Puis il m'a pointé les femmes. Puis là, quand j'ai vu ça, bingo. Moi, c'est là que j'ai vu que mon terrain allait commencer. Là. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai été initiée à la communauté Kalbelia. Donc cette femme-là, c'est devenue une alliée là, tout le long de mon terrain, une de mes grandes amies avec qui je parle encore aujourd'hui. Et puis elle m'a ouvert vraiment à tout son réseau, à sa famille. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais après, comment tu as navigué dans cette réalité qui t'amenait complètement à l'extérieur de tes points de repère à tous les niveaux? Puis à travers ça, il fallait que tu restes avec une démarche. Tu étais là pour faire quelque chose, un mémoire, une thèse. Il y avait une pensée avec ça aussi. Qu'est-ce que tu penses qui a été la clé, si on veut, ou une des clés? Une des clés, je dirais, c'est... déjà, comme tu le sais, tu as fait des recherches en Inde, à quel point les Indiens sont très accueillants. Là, je veux dire, tu prends un taxi, le chauffeur de taxi t'invite à la maison pour que tu rencontres toute sa famille. Là. Donc, pour ça, c'est pas trop difficile de quand même être initié dans une communauté. Mais je dirais que le fait déjà que j'étais seule, je pense que, de un, les gens ont dû être vraiment très surpris de me voir ça. Souvent, on me disait « Ton mari te laisse partir seule? Qu'est-ce que tu fais? » là, Donc, souvent, ils m'ont pris sous leur aile, vraiment. Ouais. Le fait que je sois femme, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Au départ, ça m'a ouvert autant au milieu des hommes que des femmes. Parce que, en Inde, les espaces entre les hommes et les femmes sont vraiment très divisés. Par contre, en tant que blanche, quand je suis arrivée, c'est comme si là, je fitais dans aucun des deux espaces. Donc, ce qui a beaucoup aidé à la base, ça a été de faire d'être capable de faire des entretiens autant avec les hommes que les femmes par le fait d'être femme à la base. Puis plus les liens d'amitié se tissaient, puis plus aussi j'arrivais à récolter des témoignages de femmes, plus l'espace, je rentrais dans l'espace des femmes, puis là, plus je sentais que j'étais vraiment, vraiment très accueillie au sein de la communauté. Donc, je pense que c'est... Pour répondre à tes questions, je dirais que ça passe par une amitié, qui s'est vraiment créée avec le temps, puis c'est de devoir lâcher prise. Par exemple, pour ce qui est des Kalbelia, c'est de vivre dans le désert, c'est de vivre dans des bidonvilles, c'est ça, de lâcher prise complètement sur le temps aussi que ça prend de faire des liens. Et puis, c'est ça, d'essayer d'être le plus à l'écoute de la manière dont les gens s'ouvrent, puis des liens qui peuvent se créer au fil du temps. Oui, mais le type de lien que tu as créé, les gens, ils sont accueillants, mais comme tu disais au début, des fois, ils ne sont pas du tout. Comme partout. Mais aussi, comme partout, je pense que tu es bien modeste dans ta conclusion, c'est que je pense que les gens s'ouvrent aux Occidentaux qui ne font pas une démarche occidentale, c'est-à-dire une démarche de tourisme, une démarche de recherche de mysticisme, de ashram, etc., puis de voir que quelqu'un s'intéresse vraiment à ce qu'ils font, et ça c'est vrai dans toutes les communautés, à ce qu'ils font pour ce qu'ils font et comme étant un savoir. Mm-hmm. Moi, au début, quand j'arrivais au village, je disais, je voulais faire parler des femmes, avec les femmes, mieux connaître leur vie. Mais elle disait, écoutez, on n'a pas d'instruction. Qu'est-ce qu'on peut vous apprendre? Mais j'ai dit, écoutez, tout. Je suis ici pour tout. Moi, j'ai tout à apprendre.
Et là, tranquillement, ça a fait son chemin et ils ont compris que c'était pas cette idée, souvent on reproche là, aux anthropologues là, de faire des cas d'études, et puis bon, en fait c'est souvent faux, mais de l'extérieur, c'est souvent, peut-être ça paraît comme ça, comme étant ça, mais tu sais, c'est pas des cas, là, c'est vraiment des personnes. Puis, une des choses que moi, j'étais très admirative, c'est que tu parlais de méthodologie tantôt, mais c'est... bon, disons que dans un doctorat, il faut inventer, il faut créer quelque chose. C'est un processus de création. De faire un doctorat, il faut faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors, non seulement tu as fait ton terrain là, dans ce contexte-là, etc., mais tu as aussi inventé, créé une nouvelle méthodologie en anthropologie qui sont les lignes de vie. Alors, ta contribution est double, triple à la science. Là. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Ben, en fait, à la base, je dirais, j'ai été grandement influencée par l'oncle de mon conjoint qui est anthropologue à la retraite, mais qui est vraiment un tripeux d'anthropologie, qui n'a jamais arrêté de continuer de faire d'anthropologie. C'est lui qui m'avait initié en fait à la recherche-action, puis qui m'avait dit que c'est quelque chose qui pouvait être vraiment intéressant. Puis l'idée derrière la recherche-action, c'est de faire des recherches où tu essaies d'intégrer le plus possible les gens à travers ton processus de recherche pour partager l'autorité de la recherche, puis pour que les gens sentent que, pour que la recherche soit utile pour les gens avec qui tu la fais, mais qu'ils fassent partie du processus de A à Z. Donc, sont là dès le début, puis sont là aussi même dans la création des conclusions, de l'analyse, ce qui fait que les gens développent vraiment un lien de confiance à travers les données que tu vas faire émerger, parce qu'ils en font partie, puis c'est eux qui décident aussi qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce qu'ils veulent qu'il soit dit. Donc, je suis allée puiser dans la recherche-action pour faire la recherche. Puis là où j'ai réalisé vraiment que c'était important que je le fasse, c'est quand j'ai commencé à vouloir faire des récits de vie. Donc, je me suis dit, je vais demander aux gens demander à des femmes de me raconter leur histoire. Puis, tu sais, c'était des femmes qui jamais s'étaient exprimées devant un micro, qui jamais avaient eu l'occasion de raconter leur vie. Puis souvent, en fait, je frappais un mur parce que quand je demandais aux femmes de raconter leur vie, ça durait environ 2 minutes. Donc, je suis née, j'ai commencé à apprendre à danser, je suis mariée, j'ai eu des enfants, puis c'est pas mal ça. Ça tournait toujours autour des mêmes choses, puis clairement, ces femmes-là avaient plein de choses à dire, mais elles savaient pas exactement où donner de l'importance, elles savaient pas à quel point l'importance était dans certains détails, que leur récit de vie était très riche, elles le voyaient pas, puis elles avaient jamais été habituées à s'affirmer, puis à se raconter. Puis d'ailleurs, se raconter, c'est quelque chose qui est difficile. C'est difficile même pour nous, mais ça l'est encore plus pour des gens qui n'ont jamais eu la chance de le faire. Donc, pour moi, pour faire générer la parole, j'ai décidé de me tourner vers... à la base, il y a des lignes de vie, mais que j'ai transformées en lignes du temps... des lignes de temps, mais que j'ai transformées en lignes de vie. Donc, le premier exercice que j'ai fait, ça a été de demander à des femmes... J'ai demandé à des femmes de s'asseoir en cercle. Et ensemble, on a posé une corde sur le plancher, puis... avec des objets, puis j'ai demandé aux femmes de me montrer un peu c'est quoi le parcours type d'une femme Kalbelia. Donc, dans l'idée, bien entendu, qu'une femme type, ça n'existe pas. C'était plus pour se présenter, pour que les femmes aient à se positionner face aux attentes de genre dans leur communauté. Donc, par exemple, puis je leur disais, quand il y a des moments charnières dans la vie d'une femme, vous les posez avec des objets, puis on va en discuter. Fait que les femmes, entre elles, devaient se concerter pour savoir quel objet poser sur la corde. Puis là, nécessairement, en décidant de poser un objet, elles étaient obligées de réfléchir à c'est quoi les attentes envers les femmes, pour ce qui est une femme type, puis nécessairement, elles se positionnaient face à ça. Donc, moi, j'ai enregistré toutes ces discussions-là, puis ces discussions-là qui étaient vraiment extrêmement riches. Au départ, ça, c'est un exercice que je voulais faire tout seul, one-on-one, avec certaines femmes. Par contre, les Kalbelia, ils vivent dans des tentes. Ils vivent dans des bidonvilles, dans des espaces qui sont extrêmement restreints, donc c'était pas possible d'avoir un espace privé avec ces femmes-là pour faire l'exercice. La fois où je l'ai faite, là, tout le monde est venu autour, plein de curieux pour essayer de voir c'était quoi. Donc c'est quand tout le monde est venu autour qu'il m'est venu l'idée de faire des profils types. Ouais. D'ailleurs, dans le livre, vous allez voir, il y en a 5 environ. Chaque chapitre correspond à une ligne.
Il y a un récit aussi qui est ajouté, mais vous allez les voir. Il y a des photos en ligne, mais pour moi, c'est très important que les photos de ces lignes-là soient dans le livre. C'est des lignes que les femmes ont faites ensemble. Mais ces lignes de vie-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles sont comparables. Après, les femmes, elles pouvaient commander les lignes des autres et dire ça, c'est n'importe quoi, ça n'a pas d'allure. Puis ça permettait de comparer, de voir un peu le parcours des femmes, à quel point ça pouvait être différent. Et j'ai aussi fait l'exercice de façon individuelle, mais cette fois-ci là, sur une feuille et un papier. OK. Donc, en Inde, si vous êtes déjà allé, on mange des chapatis à tous les jours. Oui. Donc, pendant qu'on cuisinait, ça prend des heures à faire. Oui, là, c'est bien. ben, je faisais des lignes de vie avec les femmes. Puis à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que en demandant aux femmes, OK, c'est quoi les moments importants dans votre parcours, dans le parcours d'une femme, mais ça faisait que ça faisait émerger des idées de leur parcours auxquelles elles n'avaient pas pensé. Donc, quand c'était le temps ensuite de faire leur récit de vie, mais là, tout d'un coup, il y avait plein d'informations qui sortaient, des informations qui ne seraient pas sorties à la base, mais elles avaient déjà accordé de l'importance à des moments de leur vie auxquels elles n'avaient pas nécessairement pensé, mais ça a fait générer ces informations-là qui ont ensuite émergé naturellement dans les récits de vie et dans les entretiens qualitatifs semi-dirigés, qui sont plus classiques. Mais justement, tu parlais des femmes. Au début, le fait d'être une femme, je pense qu'on en parle souvent ensemble, comment c'est triste en fait qu'on fasse un portrait si négatif des rapports hommes-femmes en Inde. L'idée, bon, c'est pas de mettre... bref, comme on dit toujours, il y a plein de problèmes ici aussi. Bon, je viens de résumer le débat. Mais n'empêche qu'on a eu comme femme, comme tu disais, une expérience de protection. Ouais. Pas parce qu'on était des femmes fragiles puis qu'il fallait protéger. Non, mais c'était... on était loin de notre famille. On était loin de nos parents. On était loin de notre monde. On faisait un gros effort pour faire nos études. Et puis, il fallait qu'on finisse, qu'on fasse notre doctorat, que tout aille bien, puis qu'on revienne ici, puis qu'on dise justement, on a été bien accueillis. Ça, c'était pour eux une fierté. C'était comme si, sans le savoir, ils devenaient des formes d'ambassadeurs là, de leur pays. Mais il y a tu as parlé des bons côtés quand même. Tu as pris des risques, pas parce que tu étais en Inde, là, mais un autobus comme ça, bon, enfin bref. C'est. Bon. Mais qu'est-ce qui, toi, au niveau de l'anthropologie des femmes et qu'est-ce que tu as à dire sur la suite des choses, en fait, au niveau de cette réflexion-là? Et aussi par rapport à ce que ça peut apporter pour une réflexion plus en anthropologie féministe et en anthropologie action, etc. Ben, je dirais que ce qui est particulier avec l'anthropologie, les données sont vivantes. Donc, c'est avec des humains qui vivent en ce moment, qui vivent des choses, puis ça change très rapidement. Tu sais, mon terrain, je l'ai fait en 2018. Il s'est passé, mon Dieu... Bon, hein, comme je voulais dire, la vie a changé complètement depuis. Il y a eu une pandémie, puis... ça a l'air cliché, mais je reviens à une citation de Simone de Beauvoir qui dit qu'il s'agit d'une crise pour que les droits des femmes reculent. Puis, le livre argumente sur toute la notion d'agentivité, d'empowerment des femmes, parce que ces femmes-là, ce sont des femmes de charmeurs de cobras qui... charmer les cobras, c'est devenu illégal en Inde. Donc, ce sont les femmes qui sont mises à personnifier les cobras, puis maintenant, elles sont devenues les uniques pourvoyeuses de leur communauté. Moi, quand je suis arrivée sur le terrain, les femmes étaient les uniques pourvoyeuses de leur communauté. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient développé beaucoup de pouvoir grâce à la danse. Les maris ne travaillaient plus. Donc, dans une communauté qui est extrêmement patriarcale, au Rajasthan aussi, qui est très, très, très sévère envers les femmes, c'était du jamais vu. Par contre, avec la pandémie, ce que ça fait, c'est que ça a tout coupé, ça. Puis moi, ma thèse, elle reposait sur c'est quoi les limites de la gentilité, c'est quoi les limites de l'empouvoirment de ces femmes-là, jusqu'à quel point elles ont un certain pouvoir ou non. Et puis, je pense que ce
ce qu'on voit à travers le livre, puis c'est ce que je voulais d'un point de vue féministe, c'est vraiment de voir les nuances du pouvoir dans une société qui est patriarcale, à quel point, souvent, lorsqu'il y a les femmes réussissent à sortir du pouvoir, ça vient aussi avec beaucoup de nuances. Ça venait par exemple parfois avec des nuances qui sont, c'est plus des nuances rendues là, avec de la violence sexuelle, la violence physique, mais avec certains droits qu'ils arrivaient à avoir. Donc il y avait vraiment toute cette négociation-là. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on est une femme. Mais il y a aussi, après quand je suis partie, il y a eu la pandémie, puis à ce moment-là, les femmes ont arrêté de danser pendant quand même 2 ans. Puis à ce moment-là, ce qui a été fait dans le livre, là, achetez-le quand même si je vous dis que les données sont plus à jour. Mais il y aurait encore un travail à faire pour voir qu'est-ce que ça a fait cette pandémie-là. Puis c'est quoi parmi les acquis que les femmes ont eus, qu'est-ce qui a été perdu? Parce qu'en effet, il s'agit d'une crise pour voir le droit des femmes reculer. Et c'est ce qu'on a vu avec la pandémie ici. On l'a vu en état de crise, il y a eu des vagues de féminicides, mais c'est la même chose aussi en Inde. C'est la même chose au sein des communautés, donc des communautés catholiques. Donc, ce serait de voir aussi qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce qui est revenu. Certaines femmes ont arrêté de danser depuis, c'est parce qu'ils sont retournés à un rôle qui est dit plus traditionnel, plus genré, qui respecte davantage les normes de genre. Donc, je dirais que ça, c'est dans les suites de la recherche, c'est un des éléments qui serait très intéressant à aborder. Et puis, voilà, l'élément que je voulais voir, c'est vraiment toutes les négociations qui sont derrière l'empouvoirment des femmes, qui est très complexe. Mais là, j'aimerais ça que tu me parles, tu as appris à danser. Ouais, j'en ferai pas une carrière. Non, tu ne feras pas de démonstration. Non. Mais c'est fascinant. Ouais, ben oui, c'est ça, cette danse-là, elle est inspirée, pour mettre un peu en contexte, là, elle est inspirée du cobra, carrément, parce que les femmes remplacent le cobra sur scène. Donc, pour moi, je l'ai appris à danser, j'ai pas eu le choix de finir par apprendre à danser, mais au départ, c'était pas mon objectif d'apprendre la danse Kalbelia. Au départ, moi, j'ai vraiment utilisé mon rôle de musicienne pour faire des liens avec les femmes Kalbelia. Comme par exemple, il m'est arrivé au départ, quand les femmes dansaient, de jouer de l'harmonium pendant qu'elles dansaient, de jouer des castagnettes. Mais je voulais pas danser, puis une des raisons, c'est entre autres parce que avec les femmes Kalbelia, d'ailleurs, si vous faites des recherches sur les femmes Kalbelia, vous allez voir, c'est quand même, la danse Kalbelia, ça fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est vraiment le visage du tourisme au Rajasthan, donc ce sont des femmes qui sont très connues. Puis pour cette raison-là, il y a beaucoup de femmes non indiennes qui vont en Inde pour apprendre la danse. Puis là, il y a comme une nouvelle espèce de dynamique néocoloniale qui se crée où les femmes vont en Inde pour apprendre la danse, elles repartent en Europe, puis là, à ce moment-là, elles donnent des cours de la danse indienne, ce qui fait que les femmes Kalbelia reposent beaucoup sur l'arrivée de ces femmes touristes-là, sauf qu'après, il y a comme un de leur savoir qui est parti. Puis là, ensuite, les nouvelles personnes qui veulent l'apprendre, ils ne retournent pas en Inde, ils restent en Europe pour l'apprendre. Donc, moi, j'avais vraiment peur de tomber dans cette dynamique-là, puis en sachant très bien que je n'allais pas venir apprendre la danse ici, je danse pas très bien, donc ça n'allait pas être un enjeu, mais je voulais pas qu'elle pense ça. C'est ça. Donc, pour créer le lien de confiance, pour moi, c'est important à la base de ne pas danser. Ce qui fait que j'ai réussi à m'en tirer pendant un certain temps. Puis ce que je faisais souvent quand les femmes dansaient, moi, je m'occupais des bébés. Donc, souvent, les femmes dansaient, elles venaient d'accoucher, puis elles étaient obligées de danser. C'était les uniques pourvoyeuses de leur communauté, donc elles n'avaient pas le choix. Toute leur famille reposait sur la danse. Ce qui fait que moi, je m'occupais des bébés. Même des fois, n'importe qui peut allaiter les bébés pas de lait. Donc, des fois, ça m'est arrivé d'allaiter des enfants, même si je ne produisais pas de lait pour les empêcher de pleurer. C'est quelque chose qui était courant. Mais avec le temps, on me dit, là, tu peux pas juste rester en arrière de la scène puis nous regarder danser tout le temps. Il faut que tu apprennes la danse un petit peu. Là, voyons donc, il faut que tu te déniaises. Fait que j'ai fini par apprendre la danse, mais c'était jamais pour... C'était très clair que c'était pas pour ensuite l'enseigner puis repartir avec ça. Donc, j'ai fini par l'apprendre. Pour le fun, c'est aussi parce que les journées, des fois, étaient longues. On était, par exemple, dans le désert ou dans le bidonville. L'horaire des femmes est très chargé, mais il y a des longs... c'est long des petits bouts. Donc, le matin, on fait à manger. Ensuite, là, il se passe rien durant une bonne partie de la journée. On s'occupe des enfants. Pendant ce temps-là, on dansait ou on jasait. On faisait des entretiens. Puis ensuite, on refait à souper, puis là, ensuite, on se prépare pour le concert. Les femmes dansent jusqu'à environ minuit, 1h, puis là, ils s'en vont se recoucher, puis là, ils recommencent le même train jusqu'à 6h du matin, parce que, oui, les femmes, non seulement sont les seules pourvoyeuses, mais les hommes ne travaillent plus, mais
en ce moment, au Rajasthan, auprès des Kalbelia, des communautés autour, c'était possible que les hommes s'occupent des enfants ou des tâches domestiques. Là. Les femmes avaient vraiment la double tâche. Ça fait que ça faisait des longues journées, mais là-dedans, on arrivait quand même à danser. On ne pouvait pas sortir de la maison, on n'avait pas le droit parce qu'on pratiquait la pourda. Oui. Donc, peux-tu l'expliquer un peu? Oui, bien ça, la pourda, c'est très, très sévère au Rajasthan. Donc, c'est une séparation des espaces de vie entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les personnes de différentes générations dans une famille. Donc, ça se traduit, par exemple, les hommes qui vont être davantage dans la sphère publique, les femmes dans la sphère privée. Pour respecter la sphère privée, ben, les femmes vont être voilées. Donc, en Inde, on avait un peu, comme la burqa, en fait, c'est la même chose. Le Rajasthan, c'est très proche du Pakistan. Donc, mais cette fois-ci, au lieu d'être une burqa, c'est un voile qui est porté sur le visage. On ne voit pas à travers, mais les femmes sont capables de voir à travers le voile. Ça implique, dans les familles les plus pauvres comme les Kalbelia, souvent, vu que les espaces de vie sont divisés entre les hommes et les femmes, mais souvent, ça implique que les femmes sont recluses à une seule pièce. Donc, elles ne peuvent pas sortir d'une seule pièce pour toute la journée parce qu'elles n'ont pas accès à la sphère publique sans avoir un chaperon, qui est toujours un homme. Puis pour vous dire à quel point c'est très sévère, moi-même, au départ, j'avais le droit de sortir quand je voulais, mais plus mon terrain avançait, plus j'étais accueillie comme une personne de la famille, puis moins j'avais le droit de sortir. Puis à la fin, non seulement j'étais voilée, mais aussi c'était plus important que je sorte s'il fallait que j'aille au marché avec un petit garçon de 12 ans que je sorte seule. Donc, c'est très important d'avoir un chaperon. Donc, ça se traduit comme ça. Ça se traduit aussi parce que les femmes doivent porter le voile, parce qu'elles sont recluses à l'espace privé. Ça implique, statistiquement, que 97% des femmes qui font la pourda n'ont pas d'emploi rémunéré. Donc, voilà, ça se traduit pas mal par ça. La ségrégation des espaces de vie, puis ça s'exprime aussi par des comportements. Face aux hommes, mais aussi face aux personnes qui sont plus âgées dans la famille. Ça, c'est des comportements associés à la modestie. Comme par exemple, chez les Kalbelia, ça voulait dire que les femmes mangeaient à la faim de tout le monde. Donc, elles ne mangeaient jamais devant leur mari, devant leur belle-mère. Pas de souliers devant leur mari, leur belle-mère, même à la maison. À la maison, elles ne pouvaient pas s'adresser à leur mari devant les autres. Des comportements associés vraiment à la modestie là, de façon quotidienne. Moi, ce que je trouve qui ressort là-dedans, c'est comment corporellement dans le plus ce qu'on peut faire là, avec notre point de départ là, qui reste, tu t'es laissé vraiment modeler physiquement, hein? À la fois la danse qui est qui demande beaucoup une capacité d'extériorisation, et en même temps on te demandait de développer cette modestie, pas parce que et là c'est là que ça devient intéressant. C'est pas parce qu'on sentait que tu ferais quelque chose de pas correct qu'on voulait te protéger, parce qu'on t'aimait. Oui, pour moi, c'est un bon signe, le fait qu'on me demande de faire la pourda, puis ça a commencé de façon très graduelle. Au départ, c'était « Ah, mais ça te dérangerait-tu quand t'es proche, quand tu sors de la maison, de juste attacher les cheveux. » Au début, c'était juste ça. Après, c'était comme « Ça te dérangerait-tu de juste mettre un foulard autour, juste pour être sûr quand tu sors pour ton bien-être. » Puis à la fin, j'étais voilée, je pouvais plus sortir. Donc, mais pour moi, c'est un bon signe. C'est un signe vraiment que j'avais été acceptée, puis qu'on voulait que je respecte les règles pour les femmes. Puis ce qu'il y avait de particulier aussi, puis c'est là-dessus que ma thèse repose, c'est que ces femmes-là ont un quotidien qui était très complexe, puis je l'ai vu parce que je l'ai vécu un petit peu, mais le jour, ces femmes-là pratiquent la pourda avec toutes les règles très strictes que ça implique, mais le soir, elles dansent, elles sont dévoilées, elles dansent devant des hommes, puis elles dansent en compagnie de musiciens qui sont musulmans. Puis la pourda ne se fait que devant des hindous. Donc, puisque leurs collègues, ce sont des musulmans, à ce moment-là, les femmes, elles s'expriment comme elles veulent, elles ont des chums, elles ont des amants, mais avec des hommes qui sont musulmans, pas avec les hindous, ce qui fait que il y a moi, je me suis intéressée à la dynamique des dynamiques de genre, mais aussi à la dualité que ces femmes-là vivent, ce que je croyais être une dualité, dès le début. Comment est-ce qu'elles doivent jongler avec la pourda très stricte le jour, puis ensuite, tous ces codes-là n'ont plus raison d'être le soir quand c'est le temps de danser, entre autres parce que toute l'économie de la communauté repose sur la danse, donc tout d'un coup, c'est comme, on a le droit d'être un petit peu plus lousse sur les codes pour les femmes une fois que ça rapporte de l'argent. Oui, c'est une belle dynamique là,
de rapport entre les religions. Hein. Ça, il y aurait quelque chose aussi de vaste à creuser là-dessus éventuellement. Là, je suis sûre qu'on a dépassé notre demi-heure. Parce que quand on parle ensemble, vous comprendrez que... Karine, ça a été ma directrice, mais c'est devenu mon amie aussi avec le temps. Donc, quand on parle, ça peut être long. Ça peut être long. On parle de toutes sortes de choses. Puis on enseigne toutes les deux des cours de 3 heures. On était un peu paniqués devant le 30 minutes, qui est pour nous un énorme effort de synthèse. Mais je pense que... en tout cas, moi, je te remercie d'être allé au bout de ton projet. Et puis je souhaite que ça l'ouvre la porte à la fois en anthropologie à plus, parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui cherchent à donner la voix, à comprendre en fond, à connaître des gens qui sont des êtres humains comme nous. Et qu'on ne connaît absolument pas, et qu'on veuille ou non, en Inde, les études, l'Inde, c'est un être humain sur 5. Ouais. Alors, quand on parle d'humanisme, quand on parle de ceci, le village global, etc., on en a long là, à rattraper. Il nous manque beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je suis contente qu'on puisse continuer aussi dans des projets qu'on a ensemble. Et puis, ben, je te remercie, puis j'espère que vous allez faire un beau voyage. Merci, là, je vais arrêter.